Ceci est l'histoire de Kofi, un jeune orphelin qui grandit dans la misère sans jamais laisser la haine envahir son cœur. Il perdit très tôt ses parents, Ake et Koku, gens simples mais aimants, qui vivaient avec lui dans une petite case au bord du village. Son père récoltait le vin de palme en escaladant les arbres à l'aube, tandis que sa mère cultivait le manioc et les ignames, son rire clair portant dans l'air comme l'eau qui coule sur la pierre. Un matin où ils l'emmenèrent avec eux aux plantations, un accident brisa sa vie. Koku glissa du haut d'un palmier et sa chute entraîna Ake sous son poids, les tuant tous les deux avant même qu'un cri ne puisse s'échapper. Le choc figea Kofi, et lorsque les villageois arrivèrent, ils trouvèrent l'enfant debout, immobile, les yeux perdus. Après l'enterrement, il fut confié à l'oncle Ablam et à sa femme Akuvi, dont l'accueil n'avait aucune chaleur. Dès lors, la vie du garçon se transforma en corvée et privation, il balayait la cour à l'aube, transportait de l'eau depuis un ruisseau lointain, lavait, cuisinait, coupait du bois, tandis que ses cousins, assis à l'ombre, se moquaient de lui. La moindre erreur entraînait gifles, coups de balai ou nuit sans repas. Quand il renversait de l'eau, on l'accusait d'ingratitude, quand les autres faisaient des bêtises, il recevait les punitions à leur place. Souvent, il s'endormait d'épuisement avant de terminer ses tâches, réveillé d'un coup de pied en guise de rappel. Son corps devint maigre, marqué par les cicatrices, mais jamais son regard ne se remplit de haine. À 12 ans, Kofi travaillait en silence, obéissant même lorsqu'il n'était pas en tort, et veillant sans compter, notamment lorsque le plus jeune enfant d'Akuvi tomba malade, il passa la nuit à l'éventer et à lui changer les linges humides, priant en silence les prières apprises dans l'église de son enfance. Aucun merci ne vint, mais il n'en attendait pas, la bonté était la seule richesse que la vie ne lui avait pas retirée. Dans le marché du village, beaucoup éprouvaient de la compassion pour Kofi. Certains lui offraient les fruits invendus, d'autres murmuraient que Dieu finirait par le bénir. Il leur répondait toujours d'un léger sourire et d'un signe de tête. Le soir venu, lorsque la cour s'apaisait et que seuls les criquets rompaient le silence, il s'allongeait dehors sur sa natte, les yeux fixés vers la lune. Ses pensées retournaient alors vers ses parents, Ake qui chantait tout en pilant le mil, Koku dont le rire éclatait après le vin de palme. Ces souvenirs lui faisaient autant de bien que de mal, ils étaient tout ce qui lui restait. Souvent, dans la solitude de la nuit, il murmurait pour lui-même, « Papa, maman, j'essaie. Je ne suis pas devenu comme eux. » Sa voix tremblait, les larmes coulaient sans bruit, jusqu'à lui brûler la poitrine. Il pressait ses mains contre son visage pour étouffer ses sanglots, tandis qu'au-dessus de lui le ciel immense restait impassible. Le vent passait entre les arbres, effleurant sa peau comme une caresse. À 23 ans, le nom de Kofi était connu de tous, non pour la richesse ou l'influence, mais parce qu'il était ce jeune orphelin humble et patient que l'on voyait partout sans jamais l'entendre se plaindre. Dans ce village où l'on aimait autant les commérages que la pitié, sa présence calme et constante était devenue presque un élément du décor. Il vivait seul au bord du village, dans une petite case de terre héritée de son oncle mort depuis longtemps. Personne n'avait voulu y habiter après lui. Akuvi, la seule parente restante, était partie avec ses enfants et ne revint jamais. Kofi ne possédait qu'une lampe à huile et quelques pots en argile pour l'eau. Ses journées se ressemblaient, simples, silencieuses, honnêtes. Il travaillait dans les champs contre quelques pièces, dégageait les sentiers, ramassait du bois pour les anciennes, réparait les clôtures abîmées par la pluie. On se demandait comment il supportait tout cela sans révolte. Certains le plaignaient, d'autres le méprisaient en secret, mais jamais il ne répondait. Un jour d'une chaleur écrasante, il prit le chemin du ruisseau, pieds nus, un vieux pot fêlé posé sur l'épaule. La sueur traçait sur son visage des sillons sombres dans la poussière brûlante. Chaque dizaine de pas, il s'arrêtait pour souffler, essuyant son front du revers de la main. Au détour d'un buisson sec, il aperçut une vieille femme presque courbée en deux, tentant en vain de soulever un pot d'eau bien trop lourd. Ses mains tremblaient, ses genoux vacillaient, son pagne était usé, son foulard humide de sueur. Des passants la regardaient sans s'arrêter, certains chuchotant des mots sur les vieilles femmes et la sorcellerie. Kofi l'observa un moment puis abandonna sa propre charge pour courir à son secours. « Et laissez-moi vous aider, maman », dit-il doucement avant même qu'elle n'ait le temps de refuser. Elle soupira, soulagée, et le remercia d'une voix fragile. Il plaça l'eau sur son épaule et promit de la raccompagner. Elle désigna un sentier menant à la forêt, un lieu que beaucoup évitaient, persuadés qu'esprit et ombre y vivaient. Kofi ne se laissa pas intimider. Ils marchèrent longtemps,
jusqu'à ce que les voix du village disparaissent, que le bourdonnement du monde laisse place à un silence profond. Enfin, ils arrivèrent devant une petite case ronde, sombre et discrète. Il déposa l'eau, s'essuya le visage, prêt à repartir. Mais elle le fixa avec une intensité troublante, comme si elle lisait dans sa vie. Elle lui demanda de s'asseoir. Il voulut refuser, mais sa voix devint ferme, presque sacrée. Il obéit. La vieille posa une main sur son épaule, puis sur sa tête, et parla comme si la forêt entière l'écoutait. Elle lui dit qu'il avait souffert sans jamais perdre la bonté, que son cœur était resté pur malgré la misère. Elle pria pour que la terre reconnaisse son nom, que la pénurie ne touche plus sa maison, que l'abondance lui vienne sans qu'il perde sa douceur. Le vent se tut, le monde sembla retenir son souffle. Le lendemain, Kofi, hanté par cette rencontre, retourna à l'endroit où il l'avait laissé. Le soleil se couchait, les ombres grandissaient. Il marcha jusqu'à la clairière, mais la case n'existait plus. Ni tabouret, ni bois, ni trace de pas. Le sol était propre, vierge, comme si rien n'avait jamais été là. Son cœur se serra. Il l'appela doucement, puis plus fort. Aucune réponse. Le silence devenait oppressant, la forêt semblait respirer autour de lui. Il voulut partir, mais quelque chose, un rappel subtil, presque familier, le retint. Soudain, derrière lui, une voix claire prononça son nom. Kofi. La voix était douce, fragile, mais remplissait toute la clairière comme portée par le vent. Elle semblait venir de partout à la fois. Le cœur de Kofi se serra. Il se retourna brusquement, scruta les arbres autour de lui, mais il n'y avait personne. Alors, la voix parla encore, « N'aie pas peur. » Ses jambes s'affaiblirent, un souffle lui manqua. « Maman » murmura-t-il. « Où es-tu » ? Là où la bonté est honorée, répondit la voix, paisible, flottant dans l'air comme un écho sans direction. Tu es venu vers moi avec un cœur pur, alors que les autres m'ont abandonné. Tu ne cherchais ni récompense ni gloire. Le ciel s'en est souvenu. Un frisson parcourut l'air, la forêt devint fraîche, presque froide, et même les arbres semblaient écouter. Le souffle de Kofi devint rapide. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois seulement croire. La voix s'adoucit encore. Rentre chez toi. Dans ta chambre, tu trouveras le pot en argile que tu as porté pour moi. À l'intérieur, il y aura des cauris. Chaque fois que tu manqueras d'argent, quel que soit le montant, ouvre ce pot et tu trouveras ce qu'il te faut. Mais garde ceci dans ton cœur, n'en parle à personne. Le pot est invisible aux autres. Seuls tes yeux peuvent le voir. Tant que ton âme reste pure, il ne te trahira jamais. Le silence retomba d'un coup. Puis une brise légère fit frémir les feuilles, comme si la forêt saluait un esprit invisible. Kofi resta immobile, tremblant, partagé entre la peur et la stupeur. Il s'agenouilla, non parce qu'on le lui demandait, mais parce qu'un instinct profond l'y poussait. L'air autour de lui sentait la terre humide, fraîche et vivante. La voix ne reparut plus, mais il sentait sa présence tout près, attentive. Après un long moment, la forêt reprit sa vie, des insectes chantèrent de nouveau, l'écho des bruissements revint. Comme si rien ne s'était passé. Alors il courut. Il ne pensa ni à la direction, ni à ses pas. Il courait pour sortir de cette nuit irréelle. Quand il atteignit enfin son compound, il poussa la porte et se figea. Le pot était là, posé dans l'ombre, identique à celui qu'il avait porté, mais transformé. Lisse, propre, faiblement lumineux comme s'il respirait. Son cœur cogna dans sa cage thoracique. Il s'approcha, toucha le bord, c'était chaud, vivant. Il regarda à l'intérieur et son souffle se brisa. Le pot débordait de cauris. Pas une poignée, des centaines, des milliers, scintillant sous la lumière de la lampe. Chaque fois qu'il prenait une pièce, d'autres apparaissaient. Le fond semblait sans fin. Il recula, les mains tremblantes, incapable de décider s'il devait crier de joie ou pleurer. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Les jours suivants, sa vie changea doucement. Tous les matins, ses yeux se posaient sur le pot, toujours plein, jamais vide. Il commença à prendre quelques cauris, les utilisa pour acheter de la nourriture, igname, huile de palme,
poisson fumé. Bientôt il commerça, puis prospéra. Il économisait tout soigneusement. Chaque fois qu'il avait besoin de capital, il ouvrait le pot, prenait ce qu'il fallait et la quantité ne diminuait jamais. Son commerce grandit jusqu'à atteindre plusieurs villages. Il achetait en gros, revendait plus loin. On parlait de lui partout, l'orphelin qui n'empruntait jamais. Puis il se lança dans les tissus, l'or, les pierres précieuses. Il devint l'un des marchands les plus riches de la région. Pourtant, il continuait de vivre simplement. Il aidait les vieillards, portait du bois aux veuves, déposait de la nourriture aux orphelins la nuit, en secret. Avec le temps, il construisit un vaste compound, mur d'argile rouge, motifs sculptés, grande pièce autour d'une cour centrale. Les visiteurs venaient admirer le bâtiment. On disait que la patience et la bonté avaient transformé sa vie. On le respectait, mais il refusait les titres. Il saluait toujours les aînés en premier, parlait peu de sa fortune. Les rumeurs, pourtant, ne se turent pas. Certains juraient qu'il avait pactisé avec les esprits de la forêt. D'autres imaginaient un trésor caché. Mais personne ne vit jamais le pot. Il restait invisible, fidèle au secret. Un soir, une vieille femme se présenta. Accouvi, la veuve de son oncle. Celle qui l'avait battue, affamée, humiliée. Elle était brisée, épuisée par la vie. Elle demanda pardon en larmes. Et Kofi la pardonna. Il lui donna une bourse de cauris. Commence un commerce. Sois bonne envers ceux qui n'ont rien. Si tu l'avais fait plus tôt, ta vie aurait été différente. Elle partit en pleurant, et Kofi sentit son cœur s'alléger. Le lendemain, il alla sur la tombe de ses parents. Le vent soufflait doucement dans les arbres. Papa, maman, merci. Votre bonté a bâti ma vie. Il parla longtemps, comme si les morts l'écoutaient encore. Puis il rentra chez lui, avec dans le cœur une paix profonde, pas celle que donne la richesse, mais celle qui naît de la gratitude. Ce soir-là, comme chaque nuit, le pot reposait dans un coin, lumineux et silencieux. Kofi le fixa, sourit, et murmurant un remerciement, s'allongea avec un cœur tranquille. Les saisons passèrent, et le nom de Kofi voyagea bien au-delà des frontières du village. On le citait comme exemple dans les marchés, dans les cérémonies, et même auprès des chefs. Beaucoup venaient le saluer, certains pour demander aide, d'autres par simple curiosité. Lui recevaient tous avec la même douceur, comme si sa fortune n'était qu'un détail sans importance. Mais plus le temps avançait, plus la solitude se glissait dans ses nuits. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer sauf une famille. Les rires d'enfants lui manquaient, le son d'une autre voix dans la maison lui manquait. Alors, un soir où la lune était pleine et blanche comme un calebasse de lait, il s'assit au bord de son compound et parla à voix basse, comme il parlait autrefois à ses parents. « Si la vie juge que je suis prêt, qu'elle place sur mon chemin une âme qui voit au-delà de l'or. Quelqu'un qui reconnaît l'homme et non sa fortune. » Le vent glissa entre les feuilles, et quelque chose dans l'air sembla répondre à sa prière. Quelques jours plus tard, alors que Kofi observait ses travailleurs ramasser le manioc, une jeune femme arriva au marché. On l'appelait Adjoa. Fille d'un guérisseur disparu, elle vivait pauvrement, mais sa démarche était droite, son regard clair. Son rire léger sonnait comme celui d'Ake autrefois doux, vivant, indomptable. Un matin, Kofi la croisa près d'un étal où elle vendait des feuilles médicinales. Elle l'ignorait totalement. Pas un regard admiratif, pas un salut exagéré. Juste un simple sourire, calme et sincère. Il en fut troublé. Les jours suivants, il revint, discrètement. Il acheta un peu de feuilles, puis encore, et encore. Elle le remerciait toujours de la même façon, sans jamais prononcer son nom, comme si sa fortune n'avait aucune importance. Un soir, il prit son courage et lui proposa de rentrer avec lui pour partager un repas. Elle accepta, mais à une condition. « Je viens pour parler, pas pour être acheté. » Kofi sentit son cœur s'ouvrir comme un fruit mûr. Autour du feu, ils parlèrent de tout, des ancêtres, des pluies capricieuses, de l'enfance, des douleurs que la vie laisse derrière elle. Elle ne posa aucune question sur sa richesse. Elle l'écoutait seulement. Et dans cette écoute, Kofi sentit enfin ce qu'il n'avait jamais connu depuis l'enfance, la présence d'une âme sœur. Le pot magique restait caché, fidèle, toujours brillant dans l'ombre.
Kofi n'en parlait pas même à Adjoa. Pourtant, un doute commença à ronger son cœur. Non pas un doute sur elle, mais sur lui. Était-il aimé pour l'homme qu'il était, ou pour le miracle silencieux qui remplissait sa maison? Une nuit, les ancêtres lui apparurent dans un rêve. Une voix semblable à celle de la vieille femme de la forêt lui parla. Ce n'était ni menace, seulement une épreuve. La richesse n'a de valeur que si l'homme n'en est pas prisonnier. Partage ton secret, et tu sauras. Kofi se réveilla le cœur tremblant. L'aube n'était pas encore levée lorsqu'il invita Adjoa à marcher avec lui jusqu'à la clairière où tout avait commencé. Le silence était profond, le vent faible comme une respiration retenue. Arrivé là, il lui raconta tout l'accident, sa misère, la vieille femme disparue, la voix dans les arbres, le pot éternel. Puis il lui posa la question que même la forêt semblait attendre. Si demain le pot cesse de donner, resteras-tu? Adjoa ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, il brillait d'une certitude tranquille. Je suis venu vers ton cœur, pas vers ton or. Si le pot se vide, c'est ta bonté qui nourrira notre vie. À cet instant, la forêt entière sembla expirer. Les feuilles frémirent, les branches se courbèrent, une lumière douce tomba sur eux comme une bénédiction. Ils rentrèrent ensemble, main dans la main. Ce soir-là, Kofi ouvrit le pot. Pendant un battement de cœur, il crut le voir vide. Puis les kauris apparurent, plus nombreux, plus brillants qu'avant. Un murmure invisible traversa la pièce, doux comme une caresse. Quand l'amour est plus grand que la richesse ne s'éteint jamais.